Coucou les belles âmes, je vous remercie avant tout pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos partages et vos likes. Merci infiniment. Continuez à vous abonner à ma chaîne. Merci. Cette vidéo que je partage aujourd'hui est un pas de plus vers ma propre libération. C'est un poids en moins. Toute ma vie, j'ai porté la douleur, la maltraitance et le manque d'amour de mes parents. Aujourd'hui, je choisis de transformer ma souffrance en lumière. Si vous regardez cette petite vidéo et que vous avez aussi vécu la douleur, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Et vous aussi, vous pouvez vous libérer à votre tour. Pendant longtemps, vous savez, j'ai porté en moi des blessures, des souffrances et de la maltraitance qui m'ont enfermé dans le silence. Je choisis aujourd'hui de raconter mon histoire, non seulement pour alléger mon cœur, mais aussi dans l'espoir d'apporter un peu de lumière à tous ceux et toutes celles qui, comme moi, ont connu la douleur et cherchent à s'en libérer. Si mon témoignage peut vous aider à avancer, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et j'y répondrai avec joie. Si vous regardez cette vidéo et que vous portez encore vos propres souffrances, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul et vous avez la force en vous pour vous libérer. Après avoir construit ma vie tant bien que mal, de lourds moments sont arrivés avec une colère intérieure qui est finalement sortie. La discussion sérieuse avec mon père, la maladie de ma mère, son hospitalisation, son déclin, et celui où je l'ai accompagné dans son dernier voyage, puis celui de mon père qui est arrivé. Ces deux épreuves ont été très dures pour moi, car je les ai vécues seul, à l'hôpital, et j'avais accepté le fait que mes sœurs ne veuillent plus revenir voir ma mère. Ces épreuves m'ont mené à un chemin inattendu, celui du pardon et de ma propre renaissance. Dans cette vidéo, je vais partager comment j'ai traversé ces épreuves avec ma mère et qui a abouti à mon éveil, et ensuite avec celle de mon père. Belles âmes, je voudrais avant tout vous dire que cette vidéo est très importante pour moi, car le poids émotionnel de ma libération est énorme. Mon émotion se ressentira fortement, et si vous ressentez aussi cette émotion dans votre cœur, libérez-la. Ne la retenez pas, lâchez prise, belles âmes, s'il vous plaît. Générique. Comme je vous l'ai dit en préambule, la colère qui était en moi depuis des années, par rapport à tout ce que j'avais subi de la part de mon père, est plusieurs fois sortie. Mes parents avaient de nouveau déménagé, car mon père était maintenant à la retraite et ne pouvait plus bénéficier de son appartement de fonction en tant que gardien. Donc ils allaient devoir de nouveau payer tout un tas de factures et un nouveau loyer. Un jour, alors que j'étais parti voir ma mère, je l'ai de nouveau vue en pleurs. Elle craquait. Et là, pardonnez-moi, et là, émotionnellement, ça a été le trop-plein pour moi. Ma mère m'avait dit qu'elle venait d'être interdit bancaire, car son débit était énorme, et elle ne savait plus quoi faire. Je suis aussitôt parti voir mon père à son travail. J'étais vraiment en colère. Il avait eu un poste de gardien au Palais des Sports
d'Orléans, et devant tous ses collègues, je lui ai dit « T'as encore fait pleurer la mère. Qu'est-ce que t'as encore fait? J'en ai marre ce coup-ci. » Et je lui ai donné une gifle. C'est parti tout seul. À ce moment-là, mon père était tout blanc. Et pour son âge, je sais très bien que je n'aurais pas dû. Mais j'avais une telle colère, une telle douleur au fond de moi pour ma mère, que le geste est parti tout seul. Je ne me suis pas posé de questions. Une autre fois, alors que mon père était toujours en train de faire ses bêtises, et que j'étais de nouveau parti voir ma mère, qui était dans la cuisine, avec ma petite sœur, je l'ai vue encore en pleurs. Elle n'arrêtait pas. Et elle n'en pouvait plus. Mon père, lui, qui était assis tranquillement dans la salle, dans le canapé, en train de regarder la télévision, ça m'a mis hors de moi. J'ai encore une fois essayé de lui faire comprendre qu'il devait arrêter de bouffer tout son argent dans les jeux, les PMU et dans l'alcool. Mais il n'a rien voulu comprendre. J'ai essayé de lui dire que cette fois-ci, il était à la retraite avec ma mère et que forcément, l'argent allait manquer. Mais pour lui, tout allait bien. Il ne l'a pas écouté, je me suis de nouveau mis en colère. Je me suis jeté sur lui. Et je l'ai un peu secoué par le cou. Ma mère et ma sœur ont commencé vraiment à paniquer en entendant les cris de colère. Et parce que ça faisait beaucoup de bruit. J'ai donc pris ma mère et ma sœur dans la cuisine à part et j'ai dit que j'allais encore une fois essayer de lui donner un petit peu d'argent et faire quelques courses. Mais je lui ai dit que je n'allais plus pouvoir le faire très longtemps parce que moi aussi, j'avais des factures à payer. Il fallait qu'elle comprenne. J'ai dit à mon père que je voulais avoir accès à son compte bancaire et avoir une procuration. Il l'a fait, mais ça a tenu qu'une semaine, car il ne supportait pas que je puisse avoir accès à son compte au final et puis que je puisse voir ce qu'il faisait de son argent. Je lui ai dit plusieurs fois de se tenir à carreau, car la prochaine fois, ça l'a encore pété. Franchement, mes belles âmes, j'en pouvais plus non plus. Puis les choses ont commencé à s'apaiser, car il avançait aussi en âge et avec quelques problèmes de santé. Il devenait un peu sourd et avait de la goutte, mais comme il ne payait nulle part, il ne pouvait même pas aller au médecin, il n'avait plus de mutuelle. Il s'était fait radier. Il ne pouvait donc plus se soigner. Et j'ai souvent dit à ma mère que j'espérais franchement qu'il parte en premier. Mais c'est ma mère qui a commencé à avoir des problèmes de santé. Elle, qui aimait bien manger, a malheureusement commencé à faire du diabète de type 2, je crois. Elle a commencé à perdre du poids, mais elle nous disait que tout allait bien. Elle prenait sur elle. Elle ne voulait pas nous inquiéter. Sur le coup, je ne me suis pas inquiété non plus. Et je passais la voir de moins en moins, car moi aussi, j'avais ma vie de famille. Et je bossais chez moi en télétravail, car le propriétaire des locaux dans lesquels je travaillais avait décidé de résilier le bail à mon employeur. Mais malgré ça, je prenais quand même des nouvelles par téléphone et ma petite sœur me disait aussi que tout allait bien. Mes parents s'étaient fait également vacciner contre le Covid plusieurs fois, comme nous d'ailleurs, parce qu'à l'époque, à ce moment-là, on était des moutons. Je dis bien belles âmes, on était des moutons à ce moment-là. Un jour, ma petite sœur qui avait été en ville avec ma mère m'a dit que ma mère était tombée. Ma sœur ne s'est pas inquiétée sur le coup, car beaucoup de personnes âgées traînent les pieds et tombent. Quant à moi, ma compagne et ma fille, nous sommes partis en vacances
comme nous le faisions chaque année, au camping La Réserve à Gast, dans les Landes. Nous y allions chaque année depuis 2016. À notre retour, fin août 2022, j'ai téléphoné à ma petite sœur pour prendre des nouvelles. Et elle m'a dit que ma mère était encore tombée, mais cette fois-ci chez elle, et que ses chutes augmentaient. Ma petite sœur a donc pris l'initiative de la faire emmener à l'hôpital, mi-septembre 2022, pour des examens dans un premier temps, car ma petite sœur s'inquiétait beaucoup et ces chutes à répétition étaient vraiment inquiétantes. Ça faisait plusieurs semaines que je n'avais plus été chez mes parents, et lorsque j'ai emmené mon père et mes sœurs voir ma mère à l'hôpital, je pensais qu'on allait rentrer avec elle. Mais on nous a dit qu'à l'accueil, qu'elle était aux urgences en soins Covid. Franchement, ça nous a vraiment surpris. Et apparemment, elle était mal en point. Subitement en plus. Nous avons pensé sur le coup que mon père lui avait transmis le Covid. Car à cette époque-là, le terme, et je pense que vous l'entendiez aussi à la télévision, le terme asymptomatique était répandu. Il était dit partout sur les médias. Mais il n'avait rien, et nous non plus d'ailleurs. Donc, où avait-elle pu attraper le Covid? On s'est toujours posé la question. Franchement, là, lorsque j'ai vu ma mère, je peux vous dire que ça a été un gros choc pour moi. Elle était endormie avec les tuyaux dans le nez. Au moment où mes sœurs ont vu ma mère, elles ont juste dit qu'elles ne voulaient plus revenir la voir. J'ai accepté leur décision car c'était trop difficile pour elles. Moi, belles âmes, ça a été un choc émotionnel énorme. Jamais je n'aurais pensé voir ma mère dans l'état où je l'ai vue. Après tout ce qu'elle a vécu de souffrance dans sa vie. Sa mère l'avait abandonnée pendant la guerre et elle l'avait retrouvée en 1986 grâce à l'un de mes oncles qui avait fait pas mal de recherches. Plus sa vie malheureuse avec mon père. Tout s'accumulait pour elle. Elle ne méritait vraiment pas ça. Pour moi, ce n'était pas le moment qu'elle parte. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Pas elle. Elle ne méritait vraiment pas ça. Mon père, lui, la seule phrase qu'il a dit en la voyant, c'était « Ah, faut pas vieillir ». Et finalement, je les ai ramenés chez eux. Mais je voyais, pardonnez-moi, mais je voyais une nouvelle fois, il n'avait aucune empathie pour ma mère. Je dis bien, aucune empathie visible à ce moment-là. Moi, belles âmes, je suis allé la voir tous les jours à l'hôpital. Et puis, son état a commencé à s'aggraver. Son état s'est aggravé rapidement, du jour au lendemain. J'ai alors pris la décision de rester constamment à côté d'elle. Et je souffrais de la voir ainsi, même si elle était endormie à cause des médicaments que lui donnaient les infirmières. Elle avait de la morphine pour atténuer sa souffrance. La seule fois où j'ai vu ma mère ouvrir les yeux, c'était lorsque une infirmière était venue un petit peu la relever, car elle était descendue un petit peu de son lit. Je lui disais constamment que j'étais près d'elle, et je lui tenais constamment la main. La seule fois, franchement, c'était dur. Les 4 derniers jours de ma mère, je les ai passés près d'elle, à lui tenir constamment la main, à lui caresser la main, le visage, et à lui faire des bisous. Je lui donnais l'amour que je n'avais pas reçu.
Je n'ai pas cessé de lui dire que je l'aimais. Et les seules fois où je rentrais chez moi, c'était pour dormir. Et je retournais la voir dès le lendemain matin, pendant toute la journée. J'avais pris des jours de congé pour ça. Jusqu'à son hospitalisation, je ne lui avais jamais dit que je l'aimais. Et je ne l'avais jamais appelée maman. Ça a été les seules fois où je l'ai appelée maman et que je lui ai dit je t'aime. Je lui parlais de tout ce que j'avais vécu avec elle, mais toujours de façon positive et avec tout mon cœur. Je me suis pardonné de n'avoir pas pu faire davantage pour elle. Et je lui ai pardonné pour son manque d'amour, car j'ai compris pourquoi elle n'avait pas pu m'en donner. Je ne lâchais à aucun moment sa main, et je continuais à la caresser d'amour. Tout mon amour lui était redonné. À un moment, j'ai dit à une infirmière que ma mère avait des difficultés à respirer. Et elle lui a mis un masque à oxygène pour que plus d'oxygène puisse aller dans les poumons. J'ai continué à parler avec ma mère, car je savais très bien que même si elle était endormie, son âme entendait ce que je lui disais. Je l'ai toujours cru. Et je l'ai toujours su. À un moment donné, en regardant sa main, j'ai vu qu'elle commençait un petit peu à changer de couleur au niveau des doigts. J'ai appelé aussitôt une infirmière qui m'a dit que ma maman allait bientôt partir. J'ai alors pris la décision de dire à l'infirmière que je ne voulais pas d'acharnement thérapeutique. L'infirmière m'a dit qu'elle lui avait donné le maximum d'oxygène et qu'une bonne partie, malheureusement, n'allait plus dans les poumons. À ce moment-là, j'ai pris la plus sage des décisions pour elle. J'ai demandé à l'infirmière d'arrêter l'oxygénation. L'infirmière a entendu ma demande et elle a retiré le masque à oxygène pour lui en mettre un plus petit, mais qui était ce coup-ci non branché à la bobine d'oxygène. Et on nous a trouvé une chambre pour que nous puissions être plus tranquilles. J'ai passé les 2 derniers jours avec ma mère auprès d'elle, seule dans sa chambre, sans rentrer chez moi. Je n'avais même pas faim, car je voulais être avec elle jusqu'au départ. Je ne suis même pas rentré chez moi la nuit. J'avais averti ma compagne que je voulais rester près de ma mère. Sa respiration devenait de plus en plus difficile. Et le soir, j'ai contacté ma compagne, qui est venue rapidement la voir pour lui dire au revoir. Dès que ma compagne est partie, j'ai dit à ma maman, « Maman, je t'aime. Tu peux partir en paix, libérée de ta souffrance. » Il devait être aux environs de 19h10. Dans sa chambre, j'ai continué à parler à ma mère, à lui dire que je l'aimais, à l'embrasser sur le front, à lui caresser le visage. Je voyais que sa respiration devenait de plus en plus difficile pour elle, qu'elle souffrait. Et j'ai demandé, avec tout mon amour et tout mon être, j'ai demandé aux anges et aux archanges d'aider ma maman à partir
et de l'accueillir dans la lumière, afin qu'elle puisse être libérée de sa souffrance, car elle ne méritait pas d'en arriver là, franchement. Pardonnez-moi, ma maman s'est éteinte tranquillement, sa main dans la mienne. Et elle m'a quitté à 19h22. Enfin, libérée de toute sa souffrance. Et je me suis effondré en larmes. Je peux vous dire, belles âmes, que je n'avais jamais pleuré autant de toute ma vie. J'ai ressenti quelque chose de bizarre. Jusqu'à son départ, je me sentais lourd, j'avais un poids sur les épaules. Et puis, au fur et à mesure, je me suis senti léger, comme si quelque chose de pesant était parti. Sur l'instant, j'ai pas compris ce qui se passait. J'étais aux côtés de ma mère, elle était allongée sur son lit devant moi, mais j'ai ressenti cette légèreté. J'ai contacté mes sœurs pour leur dire que notre mère était partie. Puis dès que j'ai vu le médecin pour officialiser vraiment son décès, je suis rentré chez moi très fatigué et vraiment à plat. Je n'en pouvais plus, j'étais vidé. J'ai dit à ma fille que mamie était partie. Elle a compris et elle s'est mise aussi à son tour à pleurer, car elle aimait énormément sa mamie. Pendant les jours qui ont suivi, je me suis également occupé de la crémation, car mes sœurs et mon père ne pouvaient pas s'en occuper. Là aussi, mon père a encore fait des siennes au crématorium. Il parlait tout fort devant lui, et il parlait fort aussi à mes oncles, et franchement, ça m'a énervé. Je me suis approché de lui et je lui ai dit « Ferme ta gueule et respecte la mémoire de la mère ». Je me suis de nouveau effondré lorsque j'ai vu le cercueil avancer dans les flammes. Belles âmes, je pense que vous avez aussi, parmi vous, dû connaître une crémation. Et je sais que vous avez ressenti la même chose que moi à ce moment-là. Ma petite sœur, elle n'a montré aucune émotion. Elle gardait tout pour elle. Par la suite, j'ai fait une recherche dans les papiers de ma maman pour vérifier si elle avait fait un contrat obsèque. Et elle avait effectivement un contrat auprès de la banque. Heureusement pour nous. J'ai donc mis en contact la banque et la société des ponts funèbres qui a géré tous les frais en fonction de la somme que ma mère avait déjà accumulée sur son contrat. La gestion a quand même été difficile, surtout sur le plan administratif, parce que il faut faire vite. D'une part pour clôturer son compte, et bien sûr il y a eu les frais, et d'autre part pour transférer les prélèvements sur le compte de mon père, et vous avez très peu de temps pour les faire. Au final, j'étais quand même content de l'avoir fait pour le repos de ma maman. Quand ma maman est partie, j'ai ressenti à la fois un vide immense et une libération. Son départ a provoqué en moi un déclic. Je ne pouvais plus continuer ma vie comme ça, comme avant. Je me suis mis en arrêt de travail pendant, si mes souvenirs sont bons, je me suis arrêté pendant environ 2 mois. Car j'étais vidé. Ça m'a permis de faire le point sur ma vie professionnelle.
Parce que là, je me posais de plus en plus de questions. À mon retour, j'ai contacté mon employeur pour faire une rupture conventionnelle qui a été acceptée. J'ai changé d'emploi après 21 ans passés dans la même entreprise. Mais surtout, j'ai changé ma façon de voir les choses. Je devais faire les choses pour moi, avec plus de sérénité et d'espoir. Il fallait que ça change. Maintenant, mon père était seul avec ma petite sœur et il allait devoir assumer à son tour ce que ma mère avait fait avec lui dans la souffrance. Il allait voir enfin la difficulté de devoir tout payer, ce qu'il n'avait jamais voulu comprendre et entendre. Ma petite sœur lui a demandé une procuration pour avoir accès à son compte. Et il lui a fait sans rechigner. Il lui a pas posé de questions. De mon côté, la rancune envers mon père a disparu au fur et à mesure. Un autre sentiment est apparu. Et je lui ai fait obtenir la pension de réversion de ma maman afin qu'il puisse assumer un peu mieux le paiement de toutes les factures. Vous savez, c'était pas une obligation de ma part, mais je lui ai fait obtenir, car je ressentais maintenant de l'amour pour lui. Mais les choses n'allaient pas s'arranger pour lui, sur le plan de sa santé. Quelque temps après la disparition de ma maman, il a commencé, je pense, à s'apercevoir que ma maman n'était plus là et qu'il en était en partie responsable. Ma petite sœur m'a contacté pour me dire qu'il était tombé un jour dans la salle et lorsque je suis arrivé chez eux, je me suis dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a encore fait comme connerie? Je l'ai vu allongé par terre à côté du canapé, à quelques centimètres d'une bibliothèque. J'ai essayé de le relever pour le mettre sur le canapé, mais avec tout son poids, c'était impossible. Parce que vous savez que les personnes âgées, quand elles tombent, elles ont des difficultés à se relever. C'est comme un point mort. Donc j'avais plus la force de le relever. Et nous avons donc appelé les pompiers qui ont fait quelques examens sur place. Et ils ont pu, eux, le mettre sur un fauteuil et ils ont vu qu'il n'allait pas bien. Et ils lui ont demandé s'il voulait être emmené à l'hôpital. Mais lui, avec son ego, sa fierté, il a dit non, tout va bien. Donc ils sont repartis ensuite, sans emmener mon père à l'hôpital. Dès leur départ, je suis aussi parti et alors que j'étais sur la route, à quelques mètres, ma sœur m'a de nouveau appelé pour me dire qu'il était tombé, mais cette fois-ci dans les toilettes. Je me suis dit, mais merde, c'est pas possible. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand je suis retourné chez eux, j'ai vu mon père allongé dans les toilettes et il s'était fait dessus. Donc on a aussitôt rappelé les pompiers qui ont hésité franchement à revenir. Mais j'ai poussé une petite gueulante pour leur dire qu'ils devaient revenir. Donc ils sont revenus et ils ont fait de nouveaux examens un peu plus poussés. Cette fois-ci, ils ont décidé de l'emmener. Il n'avait plus la notion du temps, ne savait pas comment il était tombé, ni même ce qu'il faisait dans les toilettes. Ça lui a valu quelques jours d'hospitalisation et les examens ont révélé un taux d'alcool de 2 grammes dans le sang, ce qui était énorme d'après les médecins des urgences. On ne comprenait pas comment il avait pu avoir 2 grammes dans le sang. De mon côté, la décision de
de revoir ma vie professionnelle, à remettre en question mes choix, à chercher un chemin qui me correspondait vraiment, a été pour moi une sage décision. J'ai compris que je pouvais faire autre chose sur le plan du travail. Et même si le chemin n'a pas été simple, cette refonte m'a donné le sentiment de renaître. Comme j'ai toujours aimé le repassage, faire le ménage, surtout en regardant ma maman le faire, j'ai essayé dans l'aide à la personne. Et j'ai contacté diverses sociétés qui souhaitaient me prendre, car j'avais réussi tous les entretiens. Mais, surprise pour moi, une personne m'a contacté quelques jours après, entre-temps, pour une entrevue qu'elle avait reçu mon CV. Et mon profil l'intéressait. C'était une femme qui était à son compte, avec environ 5 employés, et nous avons longuement discuté. Tout de suite, j'ai ressenti de bonnes vibrations, ça a accroché tout de suite. Je lui ai donc expliqué mon parcours, et j'ai appris qu'elle portait le même prénom que ma grand-mère. Je lui ai dit en riant, que notre rencontre n'était pas un hasard. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. On est tous guidés. Entre-temps, je surveillais la santé de mon père qui déclinait malheureusement. J'allais souvent chez lui faire le ménage, le raser, même la barbe, les cheveux. Et il était content que je le fasse. Je n'avais plus aucune rancune pour lui. J'avais simplement de l'amour. Toute la rancune que j'avais accumulée était partie. Mais il s'est mis à avoir des problèmes d'hernie à l'abdomen et à une valve cardiaque. Pour soigner son hernie, il devait d'abord aller se faire opérer de sa valve cardiaque sur Paris. Mais il n'a pas voulu et il a accepté son état. Et nous, on a accepté sa décision. Peu de temps après, il a fait un... Je vous dis, ça s'est accéléré aussi pour lui. Peu de temps après, donc, il a fait un léger AVC et a dû de nouveau être hospitalisé. Le médecin m'a redit que pour soigner sa hernie, il fallait que mon père se fasse d'abord opérer de sa valve cardiaque. Car c'était urgent. Mais j'ai dit au médecin, docteur, c'est pas moi qui vais prendre la décision. On va demander à mon père. Donc on a été dans la chambre de mon père et j'ai demandé au médecin qu'il demande à mon père ce qu'il voulait faire. Et bien entendu, il a refusé l'opération, surtout à son âge. Le médecin en a pris acte en me disant cette fois-ci que son état pouvait s'aggraver à tout moment et mon père est rentré chez lui le lendemain. Pendant tout ce temps, ma sœur s'occupait de mon père. Elle lui avait mis des couches parce que il faisait sur lui. Et c'était assez difficile pour ma petite sœur parce que elle travaille aussi en tant que femme de chambre et c'était un travail extrêmement difficile pour elle. Je continuais cependant à aller le voir et à faire le ménage parce qu'il fallait faire le ménage. Ma sœur pouvait pas s'en occuper. Elle s'occupait déjà de mon père, donc elle était très fatiguée.
Donc je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais faire le ménage. Mon père retrouvait un peu il retrouvait un petit peu la forme et remangeait de nouveau. Et pour lui éviter de marcher, ma petite sœur elle lui avait acheté un fauteuil un peu comme le mien, un fauteuil informatique avec des roulettes et des assises pour qu'il puisse mieux se déplacer dans leur appartement sans avoir trop à se lever. Un jour, ma petite sœur m'a contacté pour me dire que mon père était de plus en plus fatigué, qu'il était dans le lit et il y passait tout son temps. Donc je suis allé le voir et effectivement, quand je l'ai vu, il était allongé, très fatigué. Ma sœur m'a demandé d'appeler les pompiers parce qu'elle paniquait. Et ils sont arrivés et ils ont décidé finalement de l'emmener à l'hôpital. Il avait du mal à respirer et souffrait à la fois de sa hernie qui se voyait de plus en plus au niveau de son abdomen et il avait mal à son cœur. Toute la famille est venue le samedi après-midi le voir à tour de rôle. C'était le samedi 18 janvier 2025. Et tout comme je l'avais fait avec ma maman, moi, je suis resté auprès de lui car son état s'empirait de plus en plus. Mais je discutais avec lui, même s'il avait des difficultés à trouver son souffle. En revanche, je suis rentré chez moi le soir pour revenir le lendemain toute la journée. Jamais je me serais dit que ça allait être le dernier jour où j'allais le voir. Le lendemain matin, lorsque je suis retourné le voir, là aussi ça a été un choc. Il avait cette fois-ci un masque à oxygène et il dormait. Le médecin m'a informé que son état s'était aggravé pendant la nuit du fait de tous ses antécédents. Le médecin m'avait dit, voilà, son état s'est aggravé, il a refusé toute l'opération, donc il n'y avait plus rien à faire. Toute la journée de dimanche, je discutais avec mon père, même s'il était endormi, et je lui ai remémoré tous les bons moments qu'on avait passés ensemble, lui et moi. Toujours comme j'avais fait avec ma maman, de façon positive et avec tout mon cœur. Je lui ai pris la main et je lui ai fait aussi des bisous sur le front. Et je lui ai dit pour la première fois, papa, je t'aime. Je me pardonne pour t'avoir frappé. Et je te pardonne pour tous les mauvais moments que tu as fait subir à la famille, et en particulier à maman. Toute la maltraitance que tu m'as fait, toute la souffrance que j'ai subie. Tu peux partir en paix maintenant, libéré de tout, libéré de ta souffrance. Je lui ai dit, maman et tes parents t'attendent de l'autre côté. Je l'ai quitté à 20h22 et au moment où je suis arrivé chez moi, vers 20h40, l'urgentiste m'a contacté vers 20h42 pour me dire que mon papa venait de partir. J'ai ressenti au fond de moi pas une tristesse. J'ai ressenti un soulagement. Mes deux parents étaient ainsi partis, libérés de leur souffrance. Nous avions pensé que de son vivant, il avait peut-être fait le nécessaire en cas de décès. Donc j'ai cherché dans tous les papiers qu'il avait cachés, car il cachait tout à ma maman.
J'ai regardé s'il avait fait un contrat obsèque et j'en ai trouvé un. J'ai donc contacté l'assurance concernée et franchement, ça a été une mauvaise surprise pour nous. Mon papa avait bien un contrat obsèque, mais comme de son vivant, il ne payait plus nulle part, il ne payait plus les échéances depuis bien longtemps. Son contrat avait été annulé, les frais étaient venus en diminution de ce qu'il avait déjà accumulé. Donc il n'avait plus rien pour les frais obsèques. J'ai contacté une autre assurance pour vérifier s'il avait quelque chose. On ne sait jamais. Et par chance, il y avait un petit capital d'environ 700 €. C'était pas beaucoup, mais c'était mieux que rien. Mais avant que cette somme puisse être débloquée et que l'on puisse se la partager entre mes sœurs et moi, j'ai dû faire un crédit pour régler au plus vite la crémation. Je me suis occupé, encore une fois, seul, de la crémation et de tout l'administratif pour de nouveau clôturer son compte bancaire, arrêter encore tous les prélèvements, sauf le loyer et l'EDF, qui étaient transférés sur le compte de ma petite sœur. Il fallait aussi maintenant payer les frais d'hôpitaux cumulés, car mon père n'ayant plus de mutuelle, ça a été difficile pour mes sœurs et moi sur le plan financier. On a dû tout payer. Ensuite, nous avons reçu ces impôts que nous sommes justement en train de payer actuellement. Lorsque ma maman était encore parmi nous, je lui avais souvent dit qu'il partirait en nous laissant des dettes. J'avais dit ça pas sur le ton de la plaisanterie, mais j'avais espéré que ça allait être autrement. Et c'est ce qui s'est produit. Il est parti en nous laissant toutes les dettes. Mais aujourd'hui, j'ai pardonné tout ça avec mon cœur. Ma petite sœur, ne pouvant plus payer le loyer de leur appartement, qui était cher, ni rester dans l'appartement de mes parents, elle a donc dû chercher un autre appartement. Je l'ai aidé. J'ai fait le nécessaire auprès du bailleur et nous avons eu la chance, car un appartement plus petit était libre sur le même palier que celui de mes parents. C'était la porte à côté. Et donc elle l'a eu et nous avons donc déplacé un certain nombre de meubles d'un appartement à l'autre. Ça nous a évité à nouveau des frais supplémentaires. Par contre, j'ai donné à Emmaüs beaucoup de vaisselle, toute une chambre à coucher, un grand canapé d'angle presque tout neuf, et j'ai remis en état l'appartement du mieux que je pouvais. Mais il fallait quand même que le bailleur refasse de gros travaux dans l'appartement. Ma petite sœur a jeté tous les vêtements de mon père, parce qu'elle ne voulait rien garder. Ce que je comprenais, moi j'ai rien gardé du tout, non plus. Je voulais laisser tout ça derrière moi. Ainsi, belles âmes, un pan de mon expérience avec mes parents venait de se terminer avec ce pardon. Malgré tout ce que j'avais traversé, malgré ce manque d'amour jamais reçu qui m'avait tant manqué, je suis resté présent à côté d'eux jusqu'au bout. Je leur ai apporté mon amour que je n'avais pas reçu. Vous savez, belles âmes, pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est pas excuser. Pour moi, et c'est ma vérité, vous voyez, pardonner, c'est se libérer du passé qu'on a vécu. Se libérer des blessures, des souffrances, des maltraitances, pour continuer à avancer.
C'est ce que je fais depuis ma première vidéo. Je me libère de tout ça pour avancer. Après le départ de mon papa et donc de mes deux parents, c'est à ce moment-là que quelque chose s'est ouvert en moi. Une sorte de paix intérieure, fragile, mais c'était réel pour moi. Ce pardon a été le point de départ d'une transformation personnelle. Vous savez, belles âmes, l'univers, et je le remercie, l'univers met un jour sur votre chemin de belles personnes et de belles rencontres. Cette épreuve m'a amené à la chose la plus importante, me reconnecter à qui je suis, à mon cœur. Jamais je n'aurais pu le faire auparavant. Certes, ça a pris du temps, et j'ai pu le faire grâce à ma rencontre avec une personne qui m'est très chère maintenant. C'était sur un live YouTube en 2023. Cette rencontre, je l'ai faite avec mon frère des étoiles, Alexandre Simon, médium pur. C'est une belle âme qui est authentique et dans sa divine présence. Je t'aime, mon frère. Il a su me reconnecter à mon cœur, à qui je suis, pour que je puisse me retrouver, savoir qui j'étais vraiment. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube et de son site internet dans la description de cette vidéo. Je me remercie pour cette rencontre déterminante pour moi. Et je remercie mon frère d'âme, Simon, pour sa belle présence, son authenticité et ce qu'il apporte à ma divine présence. Cette rencontre n'était pas le fruit du hasard, car je vous le rappelle, belles âmes, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Nous sommes tous guidés. Aujourd'hui, je sais que je suis sur le bon chemin. Je suis dans ma vérité, dans mon authenticité. Je sais que j'ai pas encore tout résolu, mais j'ai appris à être en paix maintenant, avec moi-même, et à construire ma vie en étant qui je suis. Je sais maintenant pourquoi je regardais, quand j'étais enfant et adolescent, pourquoi je regardais les étoiles. Car nous venons de là-haut, mes frères et sœurs, des étoiles. Belles âmes, mon histoire n'est pas celle d'une enfance parfaite, ni d'une vie tranquille, pépère. Elle est faite de manque, de souffrance, de solitude, mais aussi de force, de reconstruction et d'amour. Si je partage tout ça aujourd'hui avec vous, c'est parce que je sais que beaucoup d'entre vous portent aussi des blessures invisibles. Ce que j'ai appris, voyez-vous, c'est qu'il est toujours possible de renaître, de transformer sa douleur en force. Et surtout, de se reconnecter à qui nous sommes, à qui vous êtes. Mais ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. J'ai longtemps porté le poids du passé, mais aujourd'hui je choisis la vie, la lumière et la vérité de qui je suis. Et si vous êtes là, peut-être que vous aussi, vous êtes prêts à écrire, votre propre renaissance. Si vous entendez ces mots, c'est peut-être que pour vous aussi,
il est temps de vous libérer. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire et peut-être qu'elle pourra vous aider, vous aussi, à écrire la vôtre. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire, à la liker et surtout à vous abonner. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé ce 5e témoignage avec moi. Et retrouvons-nous dans la prochaine partie pour continuer ce chemin de libération. Merci belles âmes. Je vous aime. Merci de nouveau à mon frère Simon. Je t'aime mon frère. Namasté. À bientôt.